Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Miro. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, principalement centrée sur Arsenal. Oui, je commence la chaîne YouTube très tard. Non, ce n'est absolument pas opportuniste parce que la fin de saison d'Arsenal peut s'annoncer comme étant extrêmement bonne. Alors, un petit peu opportuniste, un petit peu si, bien évidemment, puisque, on est quand même sur une fin de saison extrêmement gratifiante et potentiellement historique pour nos chers Gunners. Mais voilà, j'ai quand même envie de pouvoir vous proposer différents débriefs, différents contenus à travers Arsenal, qui est mon club de cœur depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Hein. Je crois que c'est à peu près depuis 2010 que je suis Arsenal. Et aujourd'hui, les amis, on va se retrouver pour débriefer et parler notamment des différentes rencontres qui vont être amenées à avoir lieu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines du côté de nos chers Gunners. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on est parti pour le débrief du dernier match de nos Gunners contre West Ham United, un match ô combien important, match qui s'est déroulé, du coup, je vous le rappelle, du côté du London Stadium, et qui s'est surtout soldé par une victoire extrêmement importante. 1 but à 0 après la réalisation de notre cher Leandro Trossard à la 83e minute. Petit point classement avant de commencer cette vidéo, petit point classement après du coup la rencontre entre West Ham et nos chers Gunners. On reste du coup en tête de Première League, on prend provisoirement 5 points d'avance sur Manchester City qui garde toujours, comme tous les ans d'ailleurs, dès qu'ils sont dans une course au titre, ils ont toujours des matchs en retard. Donc Manchester City qui garde toujours un match en retard, donc un match qui aura lieu, je vous le rappelle, dès ce mercredi à 21 h contre Crystal Palace. Je crois de mémoire que c'est à l'Etihad, je crois, de mémoire. Donc voilà, donc à l'issue éventuellement du prochain match de Première Ligue, on aura une plus grosse vision vis-à-vis de ce à quoi ressemblera la fin de la Première Ligue. On va donc commencer avec notre composition pour ce match-là contre West Ham. On est sur une composition qui est semblable, et même d'ailleurs la même que lors de nos 2 derniers matchs donc de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, mais aussi contre Fulham le week-end dernier, avec bien évidemment David Raya au cage, la défense composée de Ben White, William Saliba, Gabriel ainsi que Calafiori. Vous avez au milieu de terrain Miles Lewis-Skelly, Eberechi Eze ainsi que Declan Rice. Au niveau de l'attaque, le classique Saka Trossard sur les ailes avec Gyökeres en pointe de l'attaque. Parlons maintenant des différentes situations dans ce match. J'espère d'ailleurs que je ne vais pas en manquer énormément et on va donc commencer par le très gros temps fort de notre équipe dans cette rencontre, avec notamment dès la 9e minute, très belle occasion de Calafiori dans la surface des Hammers. Il est trouvé par Calafiori, par Trossard justement, et avec du coup un excellent retour défensif justement de l'ancien gunner Mavropanos, on va avoir un corner, voilà. Donc très dommage d'ailleurs, parce que pour cette action, je trouve que vraiment l'ouverture de Trossard pour Calafiori était sublime. Est-ce qu'on aurait pu marquer là-dessus? Bah oui, on aurait pu marquer s'il n'y avait pas Mavropanos, mais bon, avec des si on refait le monde. Justement, juste derrière, le corner FC est en action avec Declan Rice qui va trouver au second poteau notre petit Belge Leandro Trossard, qui voit sa frappe de la tête être repoussée de justesse par Hermansen, puis directement juste après, alors un petit peu un cafouillage, ou je sais pas si ça lui revient directement dessus, mais dans tous les cas, Leandro Trossard peut faire une deuxième tête qui est cette fois repoussée par le poteau. Alors je sais plus si c'est le poteau, la barre ou l'équerre, bref, dans tous les cas, pas but. C'est extrêmement dommage parce que je trouve vraiment là-dessus qu'on aurait pu mener au score, et bon, comme d'habitude, toute la twittosphère aurait trouvé des choses à dire sur ce corner. Bref. Quelques minutes plus tard, justement, on a aussi, et encore une fois, Ricardo Calafiori qui est trouvé devant la surface par Eberechi Eze. Et là aussi, ça passe vraiment pas loin, mais malheureusement, c'est hors cadre et pas d'ouverture du score pour Calafiori. On va se retrouver aussi à la 22e minute. On a un coup franc tiré par notre ami Declan Rice, qui d'ailleurs affronte son ancien club, qui trouve
Encore une fois qui Ricardo Calafiori. Dans la surface, il place une tête vraiment, alors peut-être au point de pénalty, je sais plus trop, mais c'est pas grave. Donc il va trouver tout simplement Calafiori au point de pénalty et ça va une nouvelle fois être repoussé par qui? Par Mavropanos devant la ligne. Alors j'ai vu que certains disaient que c'était vraiment sur la ligne. Non, c'est pas vraiment sur la ligne, mais peu importe. Dans tous les cas, voilà, Mavropanos qui nous empêche vraiment dans ce match-là d'ouvrir le score. Et là, c'est un petit peu dommage. Je vais pas vous mentir qu'à partir de là, moi, je m'étais vraiment dit que la rencontre allait être très compliquée et surtout très frustrante. C'est-à-dire une rencontre dans laquelle on allait se procurer pas mal d'occasions pour manquer énormément de réalisme, pour manquer finalement pas mal de réussite et finalement non. Pourquoi? Et bah parce que quelques minutes après, et bien c'est le drame. Quelques minutes après, c'est le drame. On a après un contact, j'ai envie de dire pas forcément extrêmement dangereux, hein, on va pas se mentir. Le contact de Somerville sur Ben White n'est pas comment dire, c'est pas non plus un scandale, enfin, il n'y a pas une volonté de nuire, voilà, c'est Somerville, je crois qu'en plus Somerville arrive très vite, très fort sur Ben White, on a un peu une action de pied, ballon, pied, tout ça ensemble, ce qui fait que Ben White se blesse, sûrement au niveau du genou, et malheureusement Ben White va devoir laisser sa place, je reparlerai du changement dans quelques instants, mais voilà, on a une sortie sur blessure de Ben White extrêmement préjudiciable. Pourquoi? Puisque maintenant d'ailleurs la Coupe du Monde, je crois que c'est pile en un mois, je crois que c'est le 11 juin, le début de la Coupe du Monde. Ben White était revenu dans les plans de Thomas Tuchel avec l'Angleterre, donc j'espère pour le coup que Ben White va se sortir de cette vilaine blessure et qu'il va pouvoir déjà terminer la saison correctement du côté d'Arsenal et surtout pouvoir aller à la Coupe du Monde, lui qui a esquivé toute la fin de règne de Southgate, avec lequel il s'était embrouillé il y a quelques années. Est-ce que c'était pas justement à partir de la dernière Coupe du Monde? J'ai un doute, je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, on espère que Ben White va mieux s'en sortir. De ce que j'ai vu au niveau de l'après-match, Ben White aurait quitté le stade avec une attelle au genou, donc au genou droit de mémoire, donc ouais. Donc on espère pour le coup que Ben White va s'en sortir et surtout qu'il pourra être apte pour la prochaine Coupe du Monde. Justement, voilà, le changement de Ben White, est-ce que finalement Arteta a fait le bon choix? Très bonne question, puisqu'en effet, il va faire le choix de faire entrer Martin Zubimendi à la place de Ben White. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais il va faire comment? Il a remplacé Ben White, un latéral droit, par Zubimendi, un milieu défensif central. Moyen, finalement, il va plutôt décaler Declan Rice sur le flanc droit de la défense. Alors, j'avoue que là, je me suis dit, bon, il y a deux options, soit on gagne vraiment une stabilité d'un point de vue défensif, soit on risque de mettre du temps à se ressortir un petit peu de tout ça, et franchement ça aura pas forcément été le meilleur des remplacements, mais ça on en reparlera tout simplement dans quelques instants. Là on est je crois à peu près à la 30e minute au moment où le remplacement est effectué, je crois qu'il passe facilement peut-être 2-3 minutes où on joue à 10 contre 11. Donc bon, voilà, j'espère pour le coup que Ben White s'en sortira de la meilleure des manières. Du coup, à partir de là, le jeu va se hacher énormément. On va avoir des joueurs de West Ham, au-delà de la faute de Somerville, qui pour moi n'est pas sanctionnable. On va avoir des joueurs de West Ham qui vont commencer à vraiment charcuter l'entièreté de nos joueurs. Il n'y a pas un joueur qui a, peut-être Raya, mais il n'y a pas un joueur qui a échappé à des tacles assassins. Castellanos va se retrouver averti justement après une vilaine obstruction, alors je vais pas dire fauchage, mais un tampon dans le dos sur Zubimendi qui, alors je vais pas dire qu'il filait au but, mais voilà, il filait au but avec des défenseurs toujours, mais voilà, donc dans tous les cas, voilà, il prend un jaune Castellanos, donc l'attaquant de pointe de West Ham ce soir. Derrière, on a une nouvelle fois Somerville qui tacle très en retard Gabriel. Là, par contre, c'était un jaune pour moi totalement mérité. Je vais même dire que c'était quand même un jaune sacrément orangé. Heureusement d'ailleurs que l'arbitre ne met pas un jaune en tout début, enfin sur l'action de Ben White, parce que je pense vraiment que si par n'importe quelle opération du Saint-Esprit, j'en sais rien, Somerville avait pris un jaune sur l'action de Ben White,
qu'il ne mérite pas, attention, hein. Je suis persuadé qu'il aurait pris rouge pour le coup sur Gabriel parce que vraiment le tacle est vraiment en retard et c'est très 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 dommage. Derrière, on a aussi Souček hein, qui, bon, là aussi va faire un joli tampon. Bizarrement, pas de jaune. Hein. Souček, je sais même pas s'il a fini le match avec un carton jaune ou pas. Mais Souček, voilà, a accumulé pas mal de fautes. Vraiment, après la sortie de Ben White, le jeu des deux côtés, c'est vraiment haché. Alors, un peu moins du côté d'Arsenal, pour être honnête. C'est plus sur la fin de match que notre jeu aura vraiment été plutôt violent. Mais voilà, du côté de West Ham, à partir de la sortie de Ben White, ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. Comme en plus on n'était plus trop bien dans le jeu, ils se sont peut-être dit ah bah tiens c'est peut-être le moment d'aller chercher la victoire. Heureusement, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Du coup, après, on a la dernière situation de notre côté pour cette mi-temps avec de l'autre côté, alors non pas du tout en fait, j'ai pris des notes au cas où, hein. Mais on a tout simplement une nouvelle faute de Wan-Bissaka, donc dans sa moitié de terrain côté droit, sur Eze de mémoire, je crois que c'était Eze. West Ham part en contre et du coup Wan-Bissaka arrive à trouver Castellanos quasiment à l'entrée de la surface, qui est de mémoire en 1 contre 1 contre Saliba. Castellanos arrive à eh bien, sortir une tête plongeante très bien arrêtée par David Raya. Bon, derrière, il y aura un corner qui n'aura pas mené à grand chose, mais bon, dans tous les cas, dans cette première mi-temps, j'avoue que je suis alors à la fois assez heureux mais malheureux parce que je me dis que bah concrètement si on arrive à marquer dans les 20 premières minutes peut-être que Ben White ne sort pas pardon sur blessure et peut-être que ça se passe mieux et tout ça peut-être que voilà on a une avalanche de buts après ou pas hein, bien évidemment avec des si on refait le monde ça se trouve on marque en première mi-temps derrière ils égalisent et ils gagnent le match avec des si on refait le monde, vous en doutez bien. Bref, dans tous les cas, à la mi-temps, nouveau changement pour nos Gunners, sortie de Calafiori, entrée de Mosquera. Alors, selon l'après-match, j'ai vu que d'ailleurs, Mikel Arteta a annoncé que Calafiori était sorti sur blessure. Alors, je pense que c'est surtout pour éviter toute grosse avalanche de blessures et pour éviter surtout que Calafiori se blesse plus gravement. Alors, pour le coup, lui, c'est pas grave, il n'y a pas de Coupe du Monde le mois prochain, mais Calafiori est extrêmement bien revenu de blessure. On va pas se mentir que les 3 derniers matchs qui nous sortent sont d'une extrême bonne qualité et on va surtout espérer que Calafiori arrive enfin à enchaîner plusieurs matchs avec nous parce que quand on voit Calafiori titulaire, on se dit mais pourquoi il l'est pas tout le temps parce que concrètement il est excellemment bon. Dans tous les cas, voilà, donc Calafiori remplacé par Mosquera. Mosquera va donc être placé en latéral droit. Declan Rice va remonter au milieu de terrain et c'est Miles Lewis-Kelly qui va redescendre latéral gauche, donc poste qu'il a énormément connu la saison dernière et sur lequel eh ben, on était en mode ah Miles Lewis-Kelly, le problème c'est que des fois en poste de latéral gauche c'était pas forcément une grosse réussite, mais je trouve très honnêtement, alors j'ai pas le souvenir qu'il ait vraiment été mis en difficulté offensivement parlant sur toute la deuxième mi-temps, mais dans tous les cas pas de grosses dingueries et ça fait plaisir et ça donnera vraiment du peps à Miles Lewis-Kelly parce que pour le coup il fait vraiment les 3 derniers matchs qu'il nous sort, que ce soit contre Fulham la semaine dernière, contre l'Atlético en milieu de semaine, c'était d'une très très bonne qualité. Dans tous les cas voilà, donc au niveau de cette deuxième mi-temps on va passer sur un jeu plutôt équilibré avec des actions de part et d'autre du terrain, mais pas d'énormes choses a priori, on a vraiment un jeu qui est lent parce que bah, West Ham ne va pas forcément énormément jouer et nous on va galérer puisque bah, on n'arrive pas à jouer contre des blocs extrêmement bas. West Ham, je serais pas surpris qu'ils aient passé les 10 premières minutes de la seconde mi-temps quasiment à 11 dans les 40 premiers mètres de leur terrain, de leur moitié de terrain parce que c'était vraiment assez embêtant. Bref, dans tous les cas, 70e minute, de nouveaux remplacements avec l'entrée de Kai Havertz à la place de Martin Zubimendi et le remplacement de Eze par Martin Odegaard. Donc oui, Zubimendi sera rentré à la 28e et sera sorti à la 70e parce que concrètement, on est bien d'accord, Mikel Arteta, il est venu pour la victoire et rien d'autre. Bref, peu de temps après, notre ami Jean-Claire Todibo prend à son tour un carton jaune. Voilà, comme d'habitude. À la suite de ça, coup franc tiré par Declan Rice, gros cafouillage dans la surface de West Ham, et on a un joueur de West Ham, alors je sais plus c'est lequel honnêtement, alors je vais même vous avouer je connais pas énormément de joueurs de West Ham, mais dans tous les cas voilà, on a un joueur de West Ham littéralement au sol qui touche le ballon de la main,
Très honnêtement, ça me semble logique de ne pas siffler penalty là-dessus. Mais on se doute bien que, bon, on se doute bien que si ça avait été un autre club, ça aurait très probablement été sifflé pour ou contre en fonction de la situation. Bref, dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de scandale là-dessus. Il n'y a strictement aucun penalty là-dessus. Mais bon, voilà. À partir de cette action-là, nos joueurs vont commencer à un peu plus être frustrés, pardon, je vais y arriver, et ça va vraiment se voir. Saka va prendre sa biscotte après une vilaine obstruction. Je crois que c'est un vilain croche-patte justement contre Somerville. Peut-être que ça lui est venu en tête en mode Saka, il s'est dit c'est bon, le Somerville là, il commence un peu à nous péter la tête parce que honnêtement, je pense que Somerville aura été un des meilleurs hammers de la rencontre. Alors, je sais même plus s'il a terminé le match, il a peut-être été sorti, je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, Somerville, ça a été l'un des rares joueurs de West Ham à vraiment énormément réussir à perforer notre jeu. Et là, pour le coup, on va dire que c'est une faute intelligente, mais bon, Saka prend logiquement son carton jaune. On pourra en reparler aussi un petit peu des cartons roses, des cartons roses, absolument pas. Mais bon, c'est pas grave. Et à partir de là, alors je sais plus si c'est directement après, mais on va avoir pour moi l'action de la rencontre, au-delà même du but, au-delà même de ce qui se passe dans le temps additionnel, vous le savez bien, mais ça va être pour moi le face-à-face de David Raya contre Fernandes, parce qu'effectivement, je ne sais pas par quel miracle Fernandes ne marque pas ce but. Il est en face-à-face littéralement contre David Raya. David Raya fait un arrêt exceptionnel. Concrètement, si West Ham marque à ce moment-là, je pense honnêtement que ça aurait totalement changé l'issue de cette saison. Alors je dis pas qu'on aurait gagné, qu'on aurait perdu le match, je sais pas. Hein. Comme je dis, avec des si on refait le monde, rien ne dit que s'il marque pas là, bah, on n'en met pas trois derrière. Vous comprenez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, voilà. Avec cet arrêt, David Raya montre à quel point c'est un gardien de classe mondiale. Et on va être honnête à partir de là, on va pas forcément parler du manqué de Fernandez, mais on va surtout parler de l'arrêt fantastique de David Raya qui nous sauve une nouvelle fois en fin de match, parce qu'on va pas se cacher qu'il y a déjà le premier arrêt sur Castellanos et justement sur Fernandez maintenant. C'est quand même deux très très bons arrêts qui font énormément de bien. Madueke remplace après ça Bukayo Saka, et peu de temps après, donc déjà on a eu un Bukayo Saka très peu en vue lors de ce match-là, et bien on a Martin Odegaard qui va faire le show dans la surface de West Ham pour servir au point de penalty notre Belge préféré, Leandro Trossard, qui arrive à ouvrir le score d'une magnifique frappe du droit. Alors je vous ai pas, je vais pas vous le cacher, mais vraiment sur le direct. Alors moi, très souvent sur le direct, je suis pas là à m'extasier. J'attends un petit peu de voir si je peux célébrer ou pas, parce qu'effectivement, je me suis dit à un moment, je crois que c'est Havertz qui est pas trop loin du gardien. Je me dis oulala, peut-être qu'il y a Havertz qui est pas trop loin du gardien et que peut-être qu'il ferait une action de jeu, hein, une action de hors-jeu, mais non, puisqu'en effet, il y a un autre joueur de West Ham qui le couvre, et donc pas de souci, le but est parfaitement valide, et on a donc l'ouverture du score de Leandro Trossard à la 83e minute, donc on est déjà très très tard dans la rencontre, 1-0 pour Arsenal. Derrière, eh ben, on va avoir West Ham qui va sentir la relégation arriver, puisqu'effectivement, j'en reparlerai plus tard, mais ils ont du coup un point de retard actuellement sur Tottenham à ce moment-là de la rencontre, et ils vont faire l'entrée de Callum Wilson. Le diable Callum Wilson. J'ai l'impression que lui, ça fait 10 ans qu'il est là, et ça fait 10 ans qu'il casse les couilles à tout le monde. Et il va surtout avoir une entrée qui va avoir énormément d'importance sur cette fin de rencontre. On a, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cartons jaunes pour Trossard, pour Saliba, je crois que Mosquera en prend un aussi. Alors il y a des cartons jaunes intelligents, il y a des cartons jaunes de frustration, et surtout, bah moi je me pose la question par rapport à l'équité dans les cartons jaunes, parce que quand on voit le tag de Somerville et qu'on voit le carton jaune donné à Saliba, bah finalement ils ont le même avertissement pour des sanctions, enfin pour des actions qui ne sont pas du tout pareilles. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais les cartons jaunes sont, je pense, totalement valides. Alors j'avoue par contre que le carton jaune de Saliba, j'ai pas compris c'était quoi. Je sais pas si c'est parce que le ballon part, je sais pas, j'ai pas trop compris le carton jaune de William Saliba. On avance directement à la 94e minute, et encore une fois, on va avoir le diable de Mavropanos qui va trouver de la tête l'autre diable, Callum Wilson, qui va frapper, et Gabriel qui va s'interposer pour empêcher l'égalisation de Wilson. Un grand merci à Gabriel. Mais juste après, on a la fameuse action qui fait tant parler la Twitter sphère.
et tous les médias bien évidemment anglais qui vont faire parler jusqu'à la fin de la saison, le fameux corner de West Ham, et West Ham qui va égaliser par l'intermédiaire eh bien d'un gros pataquès un peu au milieu de surface, frappe de Callum Wilson repoussé derrière la surface, je crois par Kai Havertz mais je suis pas sûr, mais le ballon est bien entièrement rentré, donc dans l'état actuel des choses, le but est valide, il n'y a pas de souci, le ballon est parfaitement entré. Mais non, puisqu'en effet, la VAR va intervenir et va annuler logiquement le but des Hammers. Maillot tiré, coup dans la gorge, bref, annulation du but totalement logique. Je vais lancer une petite pique, bien évidemment, à tous les observateurs, à tous les débunkers d'Arsenal qui vont quand même oser dire ouais mais attends, vous avez marqué sur ça toute la saison, c'est pas normal. Mais bizarrement, quand ça marque contre nous, ça vous pose pas de problème. Enfin, c'est ça que je comprends pas, c'est que toute la saison, vous vous battez pour que ce genre de but soit annulé. Quand c'est annulé, bah ça vous plaît pas parce que c'est Arsenal. Bref, deux poids, deux mesures comme d'habitude. Après cette action-là, bon, il n'y a pas grand-chose dans la suite de la prolongation, dans la prolongation du temps additionnel. Fin du match, victoire 1-0 contre des Hammers qui se rapprochent plus que jamais de la relégation. Petit point sur le classement du coup du côté des Hammers. Alors moi je l'ai dit, pour Arsenal, on est du coup à plus 5 par rapport à Manchester City. Du côté de West Ham, malheureusement, ils vont désormais compter un point de retard sur Tottenham 17e. Tottenham qui jouera justement ce soir contre Leeds, je crois que c'est 21h, je sais plus. Et du coup, donc, nous, on prend 5 points d'avance sur Manchester City, qui avait gagné son match d'hier, enfin, du coup, pour vous, avant-hier, donc 3-0 contre Brentford, pardon. Bon, voilà, les gens vont plus parler du corner d'Arsenal, mais ils vont absolument pas parler du match totalement favorable, avec des décisions totalement aberrantes en faveur de Manchester City. Juste comme ça, il y en a minimum 3, hein, des actions favorables. Je parle pas des buts, hein, les buts me semblent parfaitement valables. Mais bon, il y a quand même deux trois cartons rouges qui se perdent, des pénaltys quand même assez flagrants, mais bon, c'est pas grave. Que dire de notre rencontre en général pour être quand même assez rapide et pour ne pas vous faire une vidéo de 70 minutes comme ça? Et bien pour être honnête, j'ai plutôt apprécié notre première mi-temps jusqu'à la blessure de Ben White. Euh, mais on n'a clairement pas été, alors on va dire, on n'a pas été chanceux, oui et non. On n'a pas été chanceux, mais on a surtout été dans un manque de réussite. On a largement mené en première mi-temps, mais on a eu soit un excellent retour défensif, soit un très très bon arrêt du gardien, soit un poteau qui venait tout simplement nous empêcher tout simplement l'ouverture du score. Après, on connaît la rencontre, la blessure de Wayne White nous a quand même bien embêtés. Eh bien, on va pas se le cacher que en deuxième mi-temps, enfin, je veux même dire de la fin de la première mi-temps, donc après la blessure de Bowen White jusqu'à une grosse partie de la deuxième mi-temps, bah, j'ai retrouvé que notre jeu était revenu à ce qu'on proposait avant le match contre Fulham. Énormément de passes, zéro mouvement, zéro prise de risque, bref, très ennuyeux, pas de vitesse, des joueurs qu'on trouve pas, qu'on trouve peu, qu'on trouve mal. Bref, c'était un petit peu embêtant. Mais on va pas se mentir aussi que bah West Ham, faudra en reparler parce que je suis désolé, mais comme trop souvent, bah en face de nous, on a une équipe qui joue pas énormément non plus. J'ai l'impression qu'ils se sont surtout réveillés à partir du moment où on ouvre le score. Pourtant, comme l'ont dit d'ailleurs les commentaires de Canal, bah le match nul n'a arrangé ni Arsenal ni West Ham, mais West Ham avait l'air de plus prendre ce match nul là que nous. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Ils ne prenaient littéralement aucun risque, que ce soit offensivement ou défensivement, bah il n'y avait pas forcément de prise de risque. Donc c'est très honnête, mais voilà. Dans tous les cas, faut pas oublier, hein, nos matchs sont bien souvent ennuyeux, je le reconnais, je l'ai toujours dit, hein, j'ai un Twitter si ça vous intéresse, allez voir. Mais je suis désolé, mais en face de nous, ça joue pas énormément, comme trop souvent, c'est malheureusement le cas, pardon. Petit bilan du coup maintenant du côté des joueurs directement. Donc pour vous spécifier un petit peu comment ça va se passer, je vais donc vous cibler mon top 3 sur cette rencontre et je vous ferai surtout eh bien, déjà une petite mention honorable. Mais aussi tout simplement on va parler des flops du ou des flops de cette rencontre.
C'est un petit peu comme on va essayer de faire, et je vous mettrai aussi bien évidemment la note des autres joueurs sur le terrain, que je ne citerai pas forcément parce que j'ai pas envie de vous faire un recap de chaque joueur parce que ça peut être long. Bref, dans tous les cas, on va parler pour moi dans un premier temps du top 3, et ça va être très très simple, surtout pour moi le man of the match, bah, qui est David Raya. Pour moi, il n'y a aucun scandale, et je pense même qu'il n'y a pas de grande discussion à avoir. Pour moi, David Raya, c'est le man of the match de ce match-là contre West Ham. Il nous a sorti deux excellentes et primordiales parades, que ce soit, je vous le rappelle, contre euh, Fernandez et j'ai oublié l'autre. Purée, je l'ai plus. Castellanos, voilà. Alors oui, c'est que deux arrêts, mais dans un match de foot, des fois, vous allez avoir des gardiens, ils vont devoir faire un arrêt, et c'est l'arrêt qui compte. Et pour moi, David Raya a clairement montré sur ce match-là que c'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde cette saison. Au niveau maintenant du deuxième et du troisième, et ben on va être honnête, ça va pas être un scandale de mettre l'un ou l'autre devant l'autre. Honnêtement, moi j'ai choisi en tant que deuxième pour ce match-là, et ben Leandro Trossard, qui pour moi ramène, voilà, à travers son but les 3 points, c'est très important. Alors oui, l'offensif va passer devant le défensif, puisque mon numéro 3 va être un défensif, mais voilà. Au lieu de ça, on a eu de très très bons retours défensifs de Leandro Trossard, notamment en première mi-temps. On a eu de très très bonnes actions offensives, des très belles ouvertures, que ce soit sur Calafiori. On a eu deux très belles têtes, je vous le rappelle, hein, il a failli ouvrir le score, pardon, à la 10e minute, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très très bien. Est-ce qu'il peut honnêtement faire mieux sur la deuxième tête? Bah oui, elle peut finir au fond, mais honnêtement, c'est un peu de la malchance. Et pour le coup, on a vu énormément de matchs de Leandro Trossard depuis maintenant 3 ans, 4 ans, je sais plus. Peut-être 3 ans. Peut-être 4 ans, je sais plus. Et honnêtement, des matchs assez fades de Leandro Trossard titulaire, bah on en a eu énormément. Donc voilà, dans tous les cas, on a un très bon match de Leandro Trossard qui nous ramène les 3 points, et ça va faire énormément plaisir. Et enfin, le top 3 pour moi de cette rencontre, ça va être Gabriel, tout simplement, qui fait une très très bonne rencontre aujourd'hui. Honnêtement, sur énormément de matchs, on a une défense centrale qui est ultra performante, ça y a pas de souci là-dessus, mais une défense centrale sur laquelle, bah, des fois, il manque un petit peu de rythme, il y a des fois des largeurs défensives où on est en mode, ah bah là, il est pas serein, il manque telle ou telle chose, et je trouve honnêtement que sur ce match-là, Gabriel aura été très très propre, il aura fait, je pense, aucune erreur, très très peu de déchets dans le jeu, et ça fait plaisir. On peut notamment aussi mettre en avant son excellent arrêt, puisque pour moi c'est vraiment un arrêt qu'il fait sur Callum Wilson, juste avant le corner fatidique, mais pour moi Gabriel mérite son top 3 sur cette rencontre. Pour moi, la mention honorable, et on va le noter, on va choisir, eh bien, Martin Odegaard, puisque effectivement, hein, il y a une certaine Martin Odegaard de bashing depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, puisqu'effectivement, bah, Martin Odegaard n'est plus à son top niveau à cause d'énormes blessures, hein, on va pas se cacher que ça fait 2 saisons qu'il enchaîne les blessures. Et ça fait du bien parce que vraiment, son impact dans le jeu, il est indéniable, hein. Il y a un Arsenal avec et sans Martin Odegaard. Oui, cette année, on a gagné énormément de matchs sans Martin Odegaard. Oui, on a perdu des matchs sans Martin Odegaard et inversement, mais dans tous les cas, il y a vraiment un niveau de jeu qui est présent quand il y a Martin Odegaard sur le terrain, et on a besoin de ce Martin Odegaard là qui est notre capitaine. Au niveau maintenant des flops, bah ça va se jouer entre Eze et Bukayo Saka. Alors déjà, pour être totalement transparent avec vous les amis, ne pensez pas que parce que je suis fan d'Arsenal, je vais totalement glorifier Bukayo Saka qui est notre starboy, etc., etc. C'est absolument pas le cas. Je pense honnêtement oula, je pense même plutôt être relativement euh, exigeant avec Bukayo Saka. Je vais vraiment pas hésiter à le défoncer, pour faire simple, même mettre en avant totalement ses mauvais matchs, puisque bah, Bukayo Saka, je sais à quel point c'est un excellent joueur, mais qui est
parfois vraiment contre-performant et j'espère vraiment que Bukayo Saka va continuer sur sa lancée des deux autres précédents matchs contre Fulham mais et contre l'Atlético parce qu'effectivement même si pour moi Saka aura été un flop sur ce match-là, c'est très important pour moi de mettre en avant qu'il accumule sa troisième titularisation de suite, mais on doit garder en tête qu'il revient juste de blessure et qu'il faut mesurer son niveau de flop aujourd'hui. Un point maintenant sur l'avenir. Voilà, on a terminé un petit peu le débrief de ce match-là. On va parler maintenant de notre prochain match, très rapidement, qui aura lieu, du coup, je vous le rappelle, lundi prochain, donc le 18 mai prochain, pour le compte de la 37e journée de Première Ligue, pour ce qui va être notre dernier match à l'Emirates Stadium cette saison, puisqu'en effet, on ira affronter Burnley. On va accueillir Burnley, je crois qu'ils sont 19e, ils sont 19e de Première Ligue. Ils n'ont plus rien à jouer, ils sont déjà relégués, puisqu'en effet, avec notre victoire contre... je crois que c'est notre victoire qui implique que West Ham n'est plus... en tout cas que Leeds est maintenu. Ouais, je crois du coup que maintenant il n'y a plus qu'une seule place en Première Ligue la saison prochaine entre soit Tottenham et soit West Ham. Donc du coup Burnley n'a plus rien à jouer. Mais attention, hein, les matchs pièges contre les équipes qui n'ont plus rien à jouer, Burnley en fait partie. Il faut faire extrêmement attention, je pense, lundi prochain à l'Emirates, mettre en place ce jeu qui peut être extrêmement important. Sauf erreur de ma part d'ailleurs, on peut toujours... j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'on peut être champion dès lundi prochain en cas de défaite. Je ne sais pas si un match nul nous permettrait d'être champion lundi prochain, mais je crois qu'en cas de défaite de Manchester City contre Crystal Palace en milieu de semaine, je crois on pourra être annoncé champion lundi prochain en cas de victoire contre Burnley, puisqu'en effet, voilà, autre match important cette semaine-là, pardon, donc dès mercredi 21 h, nous avons un match, le fameux match en retard de Manchester City contre Crystal Palace, donc en milieu de semaine 21 h. Bon, à la suite de ça, Manchester City vont encore avoir un match en retard puisque bah ils ont la finale de FA Cup contre Chelsea ce samedi. Donc City aura encore un match de retard et ils joueront du coup le lendemain de notre match contre Burnley, ils joueront à Bournemouth pour le compte de la 37e journée, ce qui est pour moi éventuellement le dernier gros match de City. C'est d'ailleurs leur dernier match à l'extérieur, puisque je crois que le match suivant pour la 38e, il est à domicile. Donc voilà, donc on va espérer tout simplement un faux pas toujours de Manchester City, donc déjà en FA Cup, hein, au pire ça me dérange pas de voir Chelsea gagner la FA Cup, mais on espère surtout voilà une défaite de Manchester City contre Burnley, contre Bournemouth pour éventuellement nous permettre, et déjà contre Crystal Palace, hein, une défaite contre Crystal Palace ou même une perte de points pareil contre Bournemouth et on est extrêmement heureux. Bref, on va se quitter ici pour cette rencontre, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement eh bien, pour vivre ensemble cette fin de saison de nos chers Gunners. J'essaierai de vous faire, comme d'habitude, non absolument pas, mais comme prévu, j'ai envie de dire, parce que j'ai prévu pas mal de choses sur la chaîne, mais j'ai envie tout simplement de pouvoir vous proposer eh bien, un preview du prochain match contre Burnley, mais aussi éventuellement vous parler d'autres matchs qui arriveront avec des petits sujets par-ci par-là. Bref, voilà, on va se retrouver pour cette fin de saison qui peut être extrêmement fantastique avec une Première Ligue et une Ligue des Champions à aller chercher. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mir. À la prochaine. Salut.